tous les Alors, si tu nous fais les différentes tessitures, donc effectivement, voilà. tu dis léger. Elle était soprano léger coloratour, donc avec vraiment une capacité à vocaliser dans les aigus. C'était une reine de la nuit. C'était pour moi l'acmé du XXe siècle. Ça a été une grande Ophélie, une grande Lucia, voilà. Et moi, je suis un petit peu moins aiguë qu'elle, par exemple. D'accord. Mais tous les rôles que j'ai abordés, elle les avait abordés de toute façon. Et donc, elle m'a accompagnée tout au long de mon parcours. Et puis, au niveau humain, elle m'a aussi accompagnée quand j'ai eu ma première fille. Donc, ça a été mon témoin de mariage. Voilà, ça a été vraiment mon mentor, Ouais. ma marraine, quelqu'un sur qui j'ai pu me reposer. Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Elles sont, j'allais dire essentielles plus que ça. Elles sont exceptionnelles et elles nous apportent surtout beaucoup. On regarde avec beaucoup d'attention leur parcours, leur vie, tout ce qui est intéressant chez elles. On les écoute. Et elle est avec nous aujourd'hui, elle, chanteuse soprano, Pauline Courtin, bonjour. Bonjour Lara. J'aime que mes invités se présentent, alors parlez-nous peut-être de vous, on peut se tutoyer si tu veux. Très volontiers, je préfère. En guise de présentation, tu dirais quoi? Je dis chanteuse soprano, mais encore. Alors oui, je suis artiste lyrique évidemment, je suis soprano, je suis aixoise, j'ai 48 ans et je suis maman de 3 enfants. Magnifique, qui ont quel âge? Alors la grande a 17 ans. Waouh. Et j'ai démarré bébé. C'est gentil. Et puis les jumeaux, un garçon et une fille, Andrea et Antoine, ont 10 ans. 10 ans. Alors, né à Aix-en-Provence, effectivement, comme tu le dis. Alors, ta famille, tes parents, dans la musique, lien direct ou pas avec l'artistique? Absolument pas. Non. Non, j'ai une maman qui était femme au foyer et je la remercie encore de ça parce qu'on ne met pas très souvent à l'honneur les femmes au foyer, alors que c'était un bonheur de l'avoir rien que pour moi. Quand je voyais mes petits copains de classe avoir des mamans qui travaillaient, c'était très bien pour ça, mais moi, j'étais contente de l'avoir. Moi, je ne supporterais pas d'être femme au foyer. Voilà. Et donc, je ne lui arriverai jamais à la cheville. Mais moi, dans ma situation, j'ai adoré ça. Et puis, j'avais un papa qui était typographe à Varmatin. Donc, rien à voir avec la musique, ça ne vient pas d'eux. Voilà, c'est une rencontre en fait. Alors, on va tout expliquer. Ouais. Une rencontre dans un hôpital qui a écrit le début de ta carrière. Ouais. Dis-nous Alors, ce qui s'est passé. C'est un petit peu un conte de fées, en fait, parce que je tombe un dimanche après-midi sur un écran de télévision ouvert sur une émission de Jacques Martin, évidemment. L'école des fans. Avant, une émission qui précédait, je ne me souviens plus du titre, Oui. une émission de jeux, voilà. Ouais. Donc, qui mêlait jeux, variétés et musique classique. Et je m'arrête devant une jeune femme asiatique sublime qui portait une robe blanche, longue, brodée de fleurs multicolores. D'abord, j'étais saisie par sa beauté, il faut dire la vérité. Et puis, elle ouvre la bouche et j'entends une voix avec des capacités exceptionnelles, une virtuosité immense et puis des aigus stratosphériques que je n'avais jamais entendus. Et c'était Sumi Jo, qui est sûrement la première diva coréenne. Et voilà, j'étais stupéfaite. Et puis, le destin fait que 15 jours après, j'ai une visite médicale à l'hôpital d'Aix et je la rencontre. Elle était en visite médicale parce qu'elle avait des soucis vocaux alors qu'elle chantait le rôle de la comtesse Adèle dans le conte Ori de Rossini au Festival d'Aix. Et je me suis permise de l'arrêter, de l'aborder, de lui dire toute mon admiration, alors que je ne connaissais pas du tout l'opéra, mais c'était vraiment elle qui m'avait saisie. Et puis, j'ai la chance qu'elle m'invite à découvrir son univers, l'éloge, les vocalises que j'entends, les autres chanteurs, et puis la découverte du conte Ori en représentation à la première, une mise en scène de Marcel Maréchal, une direction de Evelyne Opido, et je tombe amoureuse d'un art complet. Il y a du chant, il y a du théâtre, il y a de la musique, il y a des costumes, il y a des décors. Voilà. Ouais. Alors, comment est-ce qu'on sait qu'on a des... Alors, tout ça, c'est magnifique, mais qu'on a des atouts vocaux? Parce que tu parles, de ta chirurgie et de l'aspect complètement dingue qui n'était pas prévu de l'hôpital, mais les atouts vocaux, on peut rêver devant la chanteuse, mais il faut quelques fées qui se soient penchées sur ton berceau. En effet, alors moi, j'avais une tante qui s'appelait Carmen, c'est quand même un joli clin d'œil au destin, oui. Qui disait toujours, mais elle a quelque chose dans la voix, mais chez moi, on n'écoutait pas de musique classique, c'était pas un univers qui était ouvert chez nous. Nous, il y avait beaucoup de musique française, de variété, Souchon, Balavoine, Gainsbourg, Aznavour, mais pas de musique classique. Et j'avoue que j'aimais bien écouter, mais je n'aurais pas aimé. C'était pas quelque chose qui m'attirait non plus. Donc, j'avais pas les codes, en fait, donc je ne savais pas. Et puis, il a fallu cette découverte de l'opéra
pour que j'ai eu envie de travailler ma voix. Sinon, à l'école, évidemment, on me faisait chanter toujours au spectacle de fin d'année ou des choses comme ça. Ah, il y avait quand même quelques... Mais parce qu'on décelait ça. Mais moi, Oui. il n'y avait pas une envie particulière chez moi puisque je n'avais pas trouvé l'univers dans lequel je pouvais, moi, m'exprimer. Alors, tu t'es inscrit au conservatoire dans ta ville natale. Tu as notamment comme professeur Tibert Rafali. Tibert Rafali. Voilà, c'est un ténor. Oui, c'est ça. C'est comme... j'ai envie de dire, c'est comme dans Cendrillon, où, quand je parlais du berceau et des bonnes fées. Mais c'est vraiment ça. Et les bonnes graines ont semé C'est ça. la assez positivité et la suite. Mais c'est assez drôle parce que lorsque je vais m'inscrire au conservatoire, il me dit « Mais vous êtes sûr que vous voulez faire du chant ? Vous savez, les sopranos, c'est comme la mauvaise herbe, ça pousse partout. » Et donc, j'étais un peu pétrifiée parce que... Ah bah oui. Bon. Et puis, c'est quand même quelqu'un qui m'a appris la rigueur parce que vraiment, j'avais 18 ans quand je démarre la musique classique, donc c'est assez tard pour la musique. C'est l'âge respectable pour le chant parce qu'il faut d'abord être assez mur, même physiquement. Oui, donc c'était pour avoir très le bien. bon coffre. Exactement, pour avoir le physique fait, quoi. L'adolescence soit passée. Mais par contre, j'étais vraiment novice en musique. Et donc, il m'a appris la rigueur, le travail, aborder les partitions. Donc, ça a été vraiment un élément... mais fondamental dans ma vie. Alors, tu poursuis ta formation à Rome, à Marseille. Oui. Tu rencontres Maddy Mesplé, une autre soprano qui est décédée en 2020. Qui est pour elle, pour toi, c'était, tu le notes d'ailleurs, j'ai lu des choses, tu dis d'une grande influence. Ah oui. Pourquoi ? Alors, Maddy, je l'ai rencontrée au Knipal à Marseille. Et la première fois que je l'ai rencontrée, je devais auditionner pour elle dans l'air de Gilda de Rigoletto. Alors, c'est un des rôles qu'elle a chanté dans le monde entier. Donc, évidemment, j'avais une trouille énorme, insaisissable. Bon, et finalement, ça se passe très, très bien. Il y a un véritable coup de foudre artistique et humain. Et c'est elle qui va m'accompagner tout au long de ma carrière. Parce que, alors je suis soprano lyrique léger, elle était soprano léger, vraiment. Donc avec des aigus, elle aussi stratosphérique, qui se rapprochait de la voix donc de Soumi-Jo, si je peux comparer ça. Moi, j'ai une voix un petit peu moins aiguë quand même. D'accord. Mais alors, si tu nous fais les différentes tessitures, donc effectivement, voilà. Tu dis léger. Elle était soprano léger coloratour, donc avec vraiment une capacité à vocaliser dans les aigus. C'était une reine de la nuit. C'était, pour moi, l'acmé du XXe siècle. Ça a été une grande Ophélie, une grande Lucia, voilà. Et moi, je suis un petit peu moins aiguë qu'elle, par exemple. D'accord. Mais tous les rôles que j'ai abordés, elle les avait abordés de toute façon. Et donc, elle m'a accompagnée tout au long de mon parcours. Et puis, au niveau humain, elle m'a aussi accompagnée quand j'ai eu ma première fille. Donc, ça a été mon témoin de mariage. Voilà, ça a été vraiment... mon mentor, ma marraine, quelqu'un sur qui j'ai pu me reposer. Important. Dans des métiers qui sont pas simples. Et puis, c'est quelqu'un aussi qui m'a, je dirais, guidée parce que, évidemment, ça a été une très, très grande soprano, mais c'est aussi quelqu'un qui a été important dans les années 70-80 dans la démocratisation de la musique classique. Ouais. On l'a beaucoup vu dans ces années-là, aux côtés de Jacques Martin, notamment, en duo, notamment dans l'opéra et dans l'opérette, et elle a apporté cette musique-là dans les foyers. Il y a des gens qui sûrement ont entendu pour la première fois de l'opéra grâce à Maddy Mesplé. Oui. Tiens, c'était pas le petit rapporteur, Jacques Martin ? J'y pense. C'était bien possible. C'était bien possible. De son Dimanche Martin, où bien sûr on était devant la télé, je m'en souviens. Alors, tu suis aussi des études de droit, et tu décroches d'ailleurs une maîtrise... en droit public. C'est ça. C'est ça. Puis un master en management à Paris Dauphine. Oui. Alors, pourquoi avoir de la sécurité côté job d'un côté, le chant, on ne sait pas trop, est-ce qu'il vaut pas mieux construire une formation plus solide ? Pour autant, tu choisis quand même l'artistique. Alors, oui, j'ai eu une maîtrise en droit public en même temps que mon prix de conservatoire. Et c'est à ce moment-là que je me suis donné l'opportunité de choisir et d'aller vers la voie musicale, parce que ça fonctionnait bien. Je suis tout de suite rentrée en opéra studio à Rome, mais je préférais avoir une sécurité parce que lorsque j'ai commencé, je ne venais pas du tout d'une tradition musicale. Oui. Il y avait personne chez moi qui avait même fait des études musicales, donc je ne savais pas comment m'orienter. C'est vraiment mon premier professeur qui m'a aidée à trouver la voie. Et puis... de toute façon, les études juridiques ont été très formatrices aussi. C'était, voilà. Donc, c'est pas un regret. Par contre, je dirais même au contraire, ça a été un plus pour moi parce que j'ai eu
un accident de vie, puisque ma petite fille a eu des soucis de santé. J'ai dû arrêter ma carrière pendant 5 ans et mes études m'ont permis de rebondir à un moment sur un travail plus stable. Ouais. Je travaillais dans la culture, mais de l'autre côté du miroir, dans le mécénat, au secrétariat général d'une association, etc. Mais c'est ces études-là qui m'ont permis de rebondir dans un autre domaine, évidemment. Ouais. Comme quoi, ces constructions step by step dans C'est une carrière ça. et que tout est important. Tout est important, exactement. C'est- Tout est à valoriser. Et puis, voilà, c'est en fait aussi un message que j'aimerais diffuser auprès des jeunes, c'est que les accidents de la vie, ça arrive à tout le monde. Ouais, Et malheureusement, on n'est pas formé à ça. ouais. Et donc, moi, j'ai eu cette chance-là d'avoir eu... comme je ne venais pas d'un milieu de musicien, je ne savais... Donc, j'étais obligée de faire 2 parcours. Alors, c'est dur au début, hein, Ouais. parce que c'est beaucoup de travail. Mais c'est ce qui m'a permis de rebondir, évidemment. Et le travail aide, ça, faut-il le rappeler. Tu fais tes débuts grâce au répertoire aussi, alors il faut le dire, de Mozart sous la direction de la Claire chef Gibault. d'orchestre Claire Gibault. Tu interprètes alors différents personnages, Despina, Zerlina, tout Blanchen. s'enchaîne assez bien. Ouais. On te suit aussi dans le rôle, d'ailleurs j'ai regardé des extraits magnifiques d'Eurydice tiré d'Orphée aux Enfers, de Offenbach, La Princesse, Le Feu et le Rossignol, et puis de l'Enfant et des Sortilèges. Ça c'est Ravel, de Ravel, mémoire, oui. qui font aussi partie de tes rôles. Alors, il y a beaucoup de grandes choses là-dedans, de la diversité, mais que tu provoques aussi. Enfin, c'est-à-dire que quand tu es une grosse bosseuse et tout ça, ça paraît magnifique quand on le lit, mais tu as provoqué la chance, quelque part, tu l'as provoqué. Oui, je pense de toute façon qu'on doit provoquer les chances parce que... d'abord, il y a une part de travail, il y a une part de chance, évidemment, mais il faut accompagner le destin aussi. Et puis, c'était aussi pour moi une volonté d'être éclectique. Par exemple, j'aime beaucoup la musique contemporaine aussi. Alors, beaucoup de chanteurs sont réticents à ça parce qu'ils ont peur de se faire mal ou d'être catalogués aussi. Moi, je me dis qu'un art doit être vivant, de toute façon. Donc, Ravel, quand il composait, à l'époque, il faisait de la musique contemporaine. Mozart, à son époque, c'était de la musique contemporaine aussi. Oui, oui. Alors, non, au contraire, moi, j'essaie de promouvoir ça. J'ai envie d'une musique très diversifiée. Et justement, je n'ai jamais eu d'a priori. Et Claire Gibault m'a aussi beaucoup appris ça dès mes débuts. Elle a beaucoup œuvré, elle, pour la diffusion de la musique et de la musique contemporaine. Et elle ne mettait jamais de barrière entre les répertoires. Et c'est quelque chose qui m'a beaucoup influencée, qui m'a beaucoup formée et qui a fait l'artiste que je suis aussi. Alors, tu es également titulaire d'un master en chant lyrique, oui. De Paris. C'était à Paris ? Oui, du Conservatoire de Paris. C'est ça, du Conservatoire national de Paris. Ta carrière démarre aussi avec le répertoire mozartien au Théâtre d'Argentine, c'est ça ? Au Théâtre Argentina à Rome. Ah oui, c'est magnifique avec l'accent, encore mieux. Mais c'était assez impressionnant parce que c'est le théâtre où Rossini a créé Le Barbier de Séville. Donc c'est à la fois le rôle et puis le lieu. Voilà, c'est ça. Et puis c'était avec Elena Mozouk dans le rôle de Constance, qui pour moi était... une chanteuse, mais que j'admirais énormément, avec une vocalise, mais d'une facilité exceptionnelle aussi. Alors, tu chantes ensuite Despina, de mémoire, à la Villa Médicis, au festival aussi de Feldkirch, c'est ça ? Oui. Je l'ai chanté aussi en France, à l'Opéra de Saint-Étienne, à l'Opéra de Toulon. Oui, alors j'ai noté le Théâtre des Champs-Élysées, bien sûr, au Barbican Center de Londres, à l'Opéra de Marseille, l'Opéra de Paris. Waouh, une résonance tout en harmonie, que de choses déjà à ton jeune âge, parce que tu es encore toute jeune. Toutes les partitions n'étaient pas aussi fluides. Qu'est-ce qu'il y avait de plus compliqué dans tout ça ? Qu'est-ce qui t'a demandé le plus de travail, mine de rien ? Toutes les partitions nécessitent un travail, mais énorme. Colossal. C'est colossal à chaque fois. Évidemment que quand on travaille un répertoire, quand on reste d'abord dans la même tessiture... il y a évidemment des facilités parce que le corps prend aussi la dimension des rôles, des tessitures, etc. Changer de répertoire, ça nécessite un travail supplémentaire. Mais tout je dirais qu'un rôle, on met 1 an à vraiment le monter et à l'avoir dans le corps, parce qu'il ne faut pas simplement chanter la partition, il faut pouvoir l'assimiler, être libéré de la partition quand on va sur scène, parce qu'on a une mise en scène aussi à suivre. Oui. Des faiblesses, des moments de doute, tu en as eu, des moments bien de sûr. doute.
tout le temps, mais il y en a tout le temps des moments de doute, évidemment. Et puis, il y en a de toute façon avec l'âge qui arrive, d'autres, parce que la voix change aussi. La voix évolue. Le répertoire change. Je ne chante plus les mêmes rôles que lorsque j'ai débuté, évidemment. Et la remise en cause, elle est totale. Qu'est-ce que tu chantais que tu ne chanterais plus? Déjà, La Reine de la Nuit, je ne le chanterai plus parce que je pense que c'est aussi le fait des grossesses, le fait des hormones aussi qui changent. Le corps change. Les contre-femmes me seraient trop difficiles de toute façon. Ah oui. Voilà. Je peux le faire en vocalise pour me chauffer, mais puis je n'oserais plus. Donc tu expliques bien, tu nous expliques et on le comprend, que chaque répertoire se travaille différemment et à un moment T de ta vie. À un moment T de la vie, tout à fait, oui. Et puis la voix prend une maturité, et tant mieux, elle s'élargit. Donc il y a un autre répertoire plus lyrique qui vient maintenant. Ouais. Quelles sont en fait peut-être les grandes difficultés pour aborder certaines œuvres? Qu'est-ce que tu dois faire comme préparation que tu n'as pas que tu as dans certaines et pas dans d'autres? Alors, de toute façon, on commence toujours par travailler sa partition. De toute façon, il y a d'abord un travail à la table qui est minutieux dans l'apprentissage du rôle d'abord, avant même de le mettre en voix. Oui. Donc, ça, de toute façon, le travail est à peu près constant à chaque fois. Ensuite, la technique est la même, mais elle change en fonction du style de musique. Ça va être Mozart ne se chante pas pareil que Verdi ou que Puccini. Oui. Et ça, on le travaille beaucoup avec des coachs, notamment des chefs de chant, qui sont nos répétiteurs, qui nous aident à mettre le style exact sur la bonne partition. Et puis, il va y avoir le travail ensuite avec le metteur en scène, sur scène, qui là, doit nous libérer de toute façon aussi. Ouais. Alors, on parle de souplesse, de voix, de tessiture, mais de souplesse. Comment est-ce qu'on travaille quelque part aussi sa couleur vocale pour adapter son timbre à chaque rôle? C'est donc ça que tu fais avec tes coachs? C'est exactement ça. Et qu'est-ce qui te font travailler de différent? Eh bien, ça va être la façon même de prononcer une Par voyelle. exemple, la couleur d'un A, la couleur d'un O, la couleur d'un E. La couleur change aussi en fonction de la langue. D'accord. Également du style vocal. On ne chante pas Mozart, comme je te disais, de la même façon que Puccini. On ne chante pas l'allemand de la même façon que l'italien ou le français. Il y a aussi cette spécificité en français, c'est est-ce qu'on roule le R ou est-ce qu'on ne le roule pas? Certains chefs l'exigent, d'autres pas. Voilà, mais tout ça, il y a aussi une harmonie qui se crée avec le chef d'orchestre. Oui. Voilà, il y a aussi, c'est évidemment le chef d'orchestre qui va décider pour l'ensemble de l'équipe au plateau. Donc, on va suivre la couleur que va nous indiquer le chef d'orchestre. Mmh. Qu'est-ce que tu dirais aux jeunes chanteurs ou chanteuses aujourd'hui? Quels conseils tu leur donnerais? Parce qu'ils veulent embrasser cette profession, mais que on le sait, on l'entend, et pourtant on a l'impression que c'est facile quand on t'écoute et on te voit, mais non, c'est pas facile, mais je dirais que se faire une place dans ton métier, c'est pas évident. Oui, c'est vrai, mais d'abord personne n'a le droit de les interdire de rêver d'abord et de rêver à ce qu'ils ont envie de faire. Moi, je ne venais pas d'un milieu de musiciens. Je n'avais jamais entendu d'opéra avant l'âge de 18 ans. Donc ça veut dire que tout est possible. J'avais envie de dire, mais pourquoi pas après tout? Pourquoi pas? Chacun a sa voix. Ouais. Chacun a le droit d'exister et d'exister en tant qu'artiste aussi. Et alors maintenant, il y a aussi des choses qui facilitent les choses. Ce sont les réseaux sociaux. On peut se faire entendre beaucoup plus qu'à mon époque même. Une vidéo, pourquoi pas, peut être lancée. Il y a eu, pendant le confinement, par exemple, il y a eu beaucoup de jeunes chanteuses qui se sont fait découvrir comme ça. Et puis ça faisait beaucoup de bien à toute la société aussi de les découvrir. Oui. C'est clair. Quel est l'aspect le plus difficile de ton métier? Est-ce que c'est plus la carrière à mener, à gérer, la technique, ou est-ce que c'est la pression ou la société? Moi, je dirais que c'est la durée. C'est la durée parce qu'il y a évidemment dans mon métier un phénomène de jeunisme aussi qui est évident. Et en fait, une soprano de mon âge, désormais, elle est invisibilisée. Tu as quel âge? Moi, j'ai 48 ans. Oui. Et désormais... Donc jeune encore. Merci. Mais dans les théâtres, on est souvent invisibilisé et c'est vraiment dommage. Ouais. Et on ne laisse plus non plus aux voix le temps de mûrir. Et je me souviens, c'est une petite anecdote de Maddy qui chantait le rôle de Rési dans Valse de Vienne de Strauss. Il y a cet air très, très, très connu qui dit « Tout est soleil, tout est printemps, mon cœur sourit à mes 20 ans Oui. ». Moi, j'avais 20 ans, évidemment, quand je chantais ça. Elle me disait « Mais vous verrez, vous le chanterez toute votre vie, je vais chanter à 65 ans ». Et je lui disais « Non, Maddy, ça ne se fera pas comme ça ». Et elle n'avait pas appréhendé déjà ça. Et désormais, évidemment, mais ça, je le comprends en plus. Ça, je le comprends, mais de toute façon, il y a tout de même des rôles pour des femmes de 40 ans. Et moi, quand j'ai repris ma carrière, après m'être arrêtée 5 ans
à cause Où de tu ma t'es petite occupée fille, où je de me ta suis à petite, côté. ouais. Et c'était vraiment, c'était quelque chose de normal pour moi. C'était pas un sacrifice, c'était normal. C'est une Elle maman avait quoi, qui, ta fille? ça, voilà, D'accord. voilà. Mais aujourd'hui, elle va beaucoup Aujourd'hui, mieux. elle est en pleine forme et Bon. Donc, ça a servi. Sa maman tout proche, voilà, c'était important. Voilà, c'était un moment, voilà. Mais quand j'ai voulu reprendre, ça a été difficile parce que on m'a dit, mais on a tourné la page depuis vous. Ah oui. Voilà. J'ai envie de dire, c'est malheureusement dans ces milieux artistiques qu'on est un moment bon. C'est ça. Puis on te dit, maintenant c'est passé. C'est ça. Il fallait être là au bon moment. C'est ça, il fallait être là au bon moment. Et puis, je vois toutes la plupart des sopranos qui ont débuté avec moi ne sont plus là sur le métier. Ouais. Et moi, j'ai rebondi en créant mes propres spectacles finalement. Ouais. Et qui ont connu leur public en fait. Ouais. Et c'est finalement plus le public qui m'a ramené à la scène finalement que les décideurs. Ouais. Bon, chapeau. Comment est-ce que, alors encore plus peut-être avec les années, tu gères, alors le trac, ça peut être un peu moins, mais la fatigue et puis les périodes de fragilité vocale. Tu t'octroies, il y a quoi? Il y a hygiène à tout niveau, pas de tabac, pas ci, pas là. Ça, c'est évident. Ça, c'est vraiment, c'est la base. Après, il faut faire entendre aux gens, même qui vivent avec nous, qu'on ne peut pas vivre dans le bruit permanent. Parce que élever la voix, c'est très fatigant. D'accord. Donc, et l'année dernière, par exemple, on a joué 60 fois Offenbach et les Trois Empereurs au Théâtre de Poche Montparnasse. C'est beaucoup. Ouais, c'est énorme pour une chanteuse. Les comédiens sont très habitués à des longues séries de 100, 180, 200 représentations. Les chanteurs, en général, on fait une représentation. Le lendemain, c'est off. Ouais. Et puis, on reprend le jour d'après. Là, c'était 5 jours par semaine. C'était énorme. Et donc, pour moi, je finissais de sortir de scène. Et tu parlais plus, en gros. Je rentrais à la maison. Ouais. Alors, mes collègues avaient envie de sortir, de dîner. Non, moi, je rentrais à la maison. Ouais. Donc, je me suis imposé vraiment un rythme de vie très, très strict. Et les enfants, ils ont compris. Voilà. Ouais. C'était ton rythme de vie, c'était mon rythme de vie. C'était un respect par rapport à ce que tu fais. C'était ça. Voilà. Très ils ont important. été très compréhensifs et puis eux, ils venaient le plus possible. Voilà. Et ils aiment beaucoup ça aussi. Hein. Ils aiment le spectacle, évidemment. Il y aura peut-être des graines. Alors, je ne pense pas. Non, non, j'ai une grande fille qui fait Sciences Po et qui fait beaucoup de musique, qui est claveciniste, mais qui ne veut pas en faire son métier. Ouais. Et puis, j'ai des jumeaux qui aiment le spectacle, mais qui n'aiment pas pratiquer, qui n'ont pas de toute façon. Et puis, on ne force pas un enfant à faire de la musique. Non, non. Il n'a pas envie. Il n'a pas envie. Il y a d'autres façons de se diversifier, de trouver son épanouissement. Puis ça viendra peut-être plus tard. Voilà. Voilà. Puis, c'est tardif. Voilà. Voilà. Quelle erreur ou quel péché que tu as qui entaille ta discipline? Qui pourrait entailler ta discipline? C'est justement que je suis bavarde. Donc, ça peut être fatigant. Donc, je me laisse très vite porter à parler. Donc, faut que tu te dises, là, aujourd'hui, il faut que je parle très peu. C'est ça. Ou en tout cas, que je minimise. Voilà. C'est ça. Puis, on ne fait pas la fête la veille d'une représentation, tout simplement, parce que sinon, on est fatigué. C'est la voix qui prend. D'accord. Voilà. Quel est le rôle qui t'a fait le plus progresser? Il y en a beaucoup. Ça dépend dans quel domaine. Par exemple, tu évoquais tout à l'heure Eurydice dans Orphée aux Enfers. C'était un travail avec Yves Bonnen, le metteur en scène Yves Bonnen, que j'admirais énormément déjà. Alors, le travail avec lui, c'était un pur bonheur. Et puis, donc lui, ce que j'ai beaucoup apprécié dans sa démarche, c'est qu'il ne nous traitait pas comme des simples chanteurs. C'est-à-dire qu'il ne nous disait pas, allez, tu vas chanter ton air de ce côté-là, et puis après, tu vas lever le bras. Non, il nous a traités comme des comédiens qui allions chanter, donc qui allions délivrer un message en chantant. Et ça a été un formateur pour moi et j'utilise encore tous ces conseils maintenant de toute façon. Sur le plan vocal, j'ai adoré travailler Gilda dans Rigoletto, évidemment, parce que c'est une partition d'une exigence extrême qui nécessite des pianissimi dans les aigus. Voilà, je pense que la technique doit être vraiment très, très aboutie. Et donc, chaque rôle permet d'évoluer dans un domaine particulier. Ouais. Ça donne envie, en tout cas, même si on n'est pas dans l'univers, c'est gentil. De s'y mettre parce que tu donnes vraiment envie. Est-ce qu'il y a une scène ou un public que tu n'oublieras jamais? Ou quelque chose qui s'est passé? Alors, il y en aura certainement encore d'autres, mais... il y a plusieurs scènes. Il y a une scène que j'aime beaucoup, c'est le Théâtre des Champs-Élysées. Vraiment, c'est une scène que je trouve magnifique. Voilà, j'y suis très attachée. Il y a eu le public russe qui m'a vraiment impressionnée. À Saint-Pétersbourg, on donnait une tournée avec l'orchestre de l'Opéra de Rouen. Et c'était une salle, la Philharmonie de Saint-Pétersbourg, que j'avais admirée de nombreuses fois parce que j'avais regardé Anna Netrebko en concert dans cette salle tellement de fois. Donc, je connaissais vraiment la salle avant même d'y aller.
Et quelque chose qui m'a beaucoup surprise, c'est que je finis mon premier air et des gens du public se lèvent et je me dis mais qu'est-ce que j'ai fait? Et en fait, le public venait pour m'offrir des roses. Ah oui. Et c'est une très jolie tradition que je n'ai Magnifique. jamais vue nulle part. Et après chaque air, quand un air leur plaisait, ils venaient offrir une rose. Waouh. Voilà. Alors, on espère qu'avec Beaucoup de nos amis... délicatesse et d'élégance. Voilà. Et puis, c'était des gens qui aimaient le répertoire français. Ouais. Voilà, parce qu'on venait avec un répertoire d'Offenbach, justement. C'était à l'époque où Frédéric Reuls dirigeait l'Opéra de Rouen. Et donc, il diffusait cette musique-là à travers le monde. Et j'ai été vraiment surprise. Et donc, on espère un jour se réconcilier avec nos amis russes. Voilà. Oui, c'est clair. Voilà. Est-ce que tu penses que l'opéra, aujourd'hui, doit se réinventer? Se réinventer, c'est obligé. Il y a beaucoup de problèmes de financement à l'opéra, de budget qui ne viennent plus. Il y a un public qui ne revient plus non plus. Il y a eu le Covid qui a fait beaucoup de mal aussi à l'opéra. Donc, l'opéra doit se réinventer. Est-ce qu'il y a de nouvelles formes? Nous, c'est ce qu'on essaie de faire avec mon mari, c'est ce que j'allais dire. C'est-à-dire qu'on essaie de créer des spectacles qui tentent de démocratiser la musique classique, l'opéra, Oui. par un texte qui amène des compositeurs ou des grands auteurs. Donc, on essaie de marier théâtre et art lyrique. Oui. Et Pour dépoussiérer les choses et donner envie aux jeunes, mais même pas que jeunes, moins jeunes, jeunes qui et moins ont jeunes de toujours eu des découvrir. freins par rapport à C'est l'opéra, ça. de dire on y va. En tout cas, on a la chance d'avoir aussi un nombre de spectateurs qui ne va pas à l'opéra, qui vient nous voir et qui découvre ça. Hier, on a eu par exemple des enfants de 10 ans, parce qu'on les a vus au premier rang, et qui étaient émerveillés mais par les costumes, par le fait qu'on chantait et qu'on dansait, par le fait qu'il y avait un texte qu'ils comprenaient. Voilà, et c'est assez formidable. Et on espère renouveler le public comme ça. Alors, on va parler de ta moitié qui est importante dans peu de temps. Est-ce que tu as des rituels, en tous les cas, avant d'entrer en scène? Moi, je fais toujours une sieste, de toute façon, avant d'entrer en scène. J'ai besoin de concentration et de repos. Et puis après, j'aime bien serrer mes partenaires dans les bras. Mon mari, évidemment. Et puis mon pianiste, qui est en ce moment Vadim Cher, et qui est un pianiste qui m'est cher au cœur aussi. Et puis, je pense à mes deux premiers enseignants, comme je te disais tout à l'heure, Tibet Rafali et Madi Mesplé, parce qu'ils nous ont quittés tous les deux en 2020. Et pour moi, je leur confie toujours mes représentations. C'est vraiment à eux que je me confie à eux avant chaque représentation. Tu rêverais d'aborder quoi que tu n'as pas encore joué? Comme rôle? Oui. Alors, dans l'opéra romantique, j'aimerais beaucoup Marguerite de Faust. Oui. Et sinon, il y a un rôle aussi qui me tient à cœur, parce que j'ai déjà chanté Dialogue des Carmélites, mais j'ai chanté Sœur Constance. Et vraiment, maintenant, je me sens prête à aborder Blanche, parce que justement, ma voix a évolué, parce qu'elle est plus lyrique et parce que je pense qu'elle donnerait les couleurs nécessaires à ce rôle. Et donc là, pour le coup, c'est toi qui vas aller voir certaines personnes pour dire « j'aimerais bien chanter ça » ou est-ce que Alors tu malheureusement, penses qu'on va ça ne venir... marche pas comme ça. Donc ce sera un décideur peut-être qui un jour m'appellera ou pas. Ça viendra certainement. Mais de toute façon, je me réaliserai autrement si c'est pas ça. C'est pas toi spontanément qui peux aller voir en disant « tiens, je chanterai » ou « faut vraiment avoir un niveau de méga star pour pouvoir imposer un rôle. Tu as encore le temps d'évoluer, c'est gentil. Avec la qualité vocale, enfin vraiment, il faut écouter Pauline. C'est gentil, Lara. Moi, j'ai toujours aimé, il faut dire un peu l'opéra, mais c'est vrai que il y a quelque chose qui est d'une délicatesse, d'une finesse. C'est gentil en tout cas. C'est très vrai et c'est très sincère. Je suis très touchée. Comment est-ce qu'on concilie vie privée, vie professionnelle, vie artistique? Alors c'est facile parce que quand on sait que sa moitié effectivement s'appelle, alors vous devez certainement le connaître, Monsieur Christophe Barbier, c'est son chéri, son collaborateur musical, c'est le tout en même temps. Ça aide beaucoup. Luxe total. C'est un luxe total. Mais on s'est rencontrés sur scène en fait. On s'est rencontrés dans un festival que dirigeait Marc Jolivet, que j'embrasse là, à l'occasion. Et puis donc pour nous, c'était une évidence de toute façon de travailler ensemble. Christophe est journaliste, oui, mais c'est d'abord un passionné de théâtre et de spectacle vivant. On le sait moins. Oui, c'est vrai. Et en fait, depuis qu'il a 17 ans, il a toujours pratiqué le théâtre. Il a eu une troupe amateur pendant plus d'une trentaine d'années. La troupe de l'Archicube, c'est la troupe des anciens élèves de l'ENS. Oui. Alors Christophe était devenu professionnel déjà dans le théâtre avec une pièce de Jean-Noël Jeanneney, l'un de nous deux, qu'il a joué au théâtre Montparnasse pendant 1 ou 2 saisons et qui a eu déjà un très beau succès. Et puis, mais bon, il n'a jamais arrêté de jouer de toute façon. Et puis donc depuis 5 ans, on monte nos propres spectacles. Ouais.
Alors, on revient sur la pièce justement qui vous réunit d'Offenbach actuellement. Donc, c'est au Théâtre de Poche de Montparnasse. C'est tous les lundis. Alors, c'est tous les vendredis, samedis à 19h et les dimanches à 15h. Voilà. Alors, à ne pas louper, c'est jusqu'au 11 décembre. 11 janvier, pardon. 11 janvier 2026. Certainement ensuite, il y aura d'autres représentations. C'est une pièce qu'on a déjà donnée l'année dernière. On a donné 60 représentations à Paris. D'accord. À guichet fermé notamment. Donc, il y avait une liste d'attente. Donc, on l'a donné en tournée, notamment à Ramatuelle. Et puis, cette année, on en redonne 30 représentations au Théâtre de Poche. D'accord. Bon, après, il y aura certainement, et on va parler des projets, il y aura certainement d'autres choses. Voilà. On se donne la réplique, et je reprends ces mots, je trouve ça très beau, que dit ton époux. Avec gourmandise, dans cette pièce, c'est un vrai régal tout le temps. C'est, voilà, travailler avec sa moitié, ça, quel est le bon et les côtés moins agréables? Alors, pour le coup, ce qui est très bien, c'est qu'il n'y a aucun côté désagréable. Et c'est sincère, parce que, en fait... Parce que vous avez une belle entente. Oui, déjà, ça c'est vrai. On s'est bien choisi. C'est un deuxième casting, mais on s'est vraiment bien... C'est très important. on dit toujours que la deuxième vie est la première très fois importante. est un essai, la deuxième, voilà. Exactement. Non, on s'entend vraiment particulièrement bien. Et ce qui est important, c'est que chaque spectacle qu'on monte, on en a l'idée ensemble c'est lui qui écrit par contre, hein. Oui. Mais je lui demande exactement ce que je veux comme scène. Là, dans ce spectacle d'Offenbach, je voulais absolument un dîner parce que la musique d'Offenbach se prête beaucoup il y a beaucoup de jeux sur la nourriture, des choses comme ça. Donc, je voulais quelque chose aussi de comique. Il fallait une partie comique. Je voulais quelque chose qui danse. Je lui donne exactement les éléments que je veux dans une pièce. Il arrive à transcrire ça. Et dans ce spectacle, il a particulièrement su retranscrire l'univers d'Offenbach, je trouve. Ouais. Et de toute façon, on ne se met jamais en difficulté l'un l'autre. On se comprend très bien. On sait toujours où on veut aller. Et puis, on se soutient quand il y a des petits coups de mou. Voilà. Ça, c'est hyper important. C'est très important. Alors, quand on parle de Christophe Barbier, c'est-à-dire quelqu'un d'assez sérieux, dans son travail, bien évidemment. L'homme à l'écharpe rouge, on peut pas y échapper, mais très différent dans la vraie vie. C'est ce que tu dis. Enfin, j'ai lu plusieurs fois. Dis oui, complètement. Mais oui, quand on a commencé... D'abord, quand je l'ai rencontré, j'avais l'impression d'abord de quelqu'un de toujours... Parce que c'est l'image qu'il donne à la télé, très sérieuse. Bien sûr. Et ce qui est vrai, en plus, dans son travail, il est très sérieux. Tout à son honneur, oui. Mais en fait, il ne se prend jamais au sérieux. Oui. Voilà. Et donc, et puis il a ce goût du jeu. Voilà. Pour moi, c'est un véritable artiste avant tout. Voilà. Ouais. Et quel est le regard qu'il porte sur ton travail, justement? Eh bien, c'est d'abord beaucoup de respect. C'est le même respect qu'on se porte mutuellement. C'est la compréhension de la fatigue qu'on peut cumuler, des appréhensions, du stress, et tout ça, il y a une grande bienveillance de l'un à l'autre. Mmh. Alors, c'est lui qui a mis en scène ce spectacle d'Offenbach. Pour ceux et celles qui ne connaîtraient pas, c'est 1860... Alors, lui, il a posé la pièce en 1870. Oui, c'est ça. Donc, ça veut dire qu'on ne va pas jouer ou chanter les pièces d'Offenbach qui ont été créées après. Oui. Donc, on n'aura que ce qu'il y a avant. Il a situé ça autour du fameux dîner des 3 empereurs qui a réellement existé, puisque si vous allez à la Tour d'Argent, je n'ai pas eu la chance d'y aller, mais une belle adresse à faire éventuellement. Mais le véritable menu de ce dîner est affiché encore là-bas. Oui. Et donc il a écrit une histoire à partir de ce dîner, un dîner où Offenbach aurait été convié pour animer la soirée des 3 empereurs. Après, je ne vais pas spoiler non plus. Non, plus simple est d'y aller. Quels sont les autres projets et défis justement pour 2026 qui arrivent? Alors, on en a plusieurs. On a d'abord un spectacle autour de Sacha Guitry et Yvonne Printemps que l'on aimerait bien monter. Voilà, on est en pleine réflexion, écriture, voilà. Et puis, on a un futur album plutôt autour de la musique sacrée. Mais ça aussi, ça fait partie des projets. Et puis sinon, on sera de toute façon en tournée à la fois avec Offenbach et les 3 empereurs, et puis encore avec Choses vues et chantées, qui est un spectacle autour de Victor Hugo, dont on a un album qui vient de sortir au mois de septembre. D'accord. Alors, est-ce qu'il y a, tu es encore jeune, est-ce que les réseaux sociaux, pour justement avoir une image,
faire en sorte que l'opéra soit vulgarisé. Est-ce que tu trouves que les réseaux sociaux, tu parlais des gens qui pouvaient s'essayer et chanter, mais est-ce que pour toi y compris, tu trouves que dans le nouveau public qu'il peut y avoir quand ils viennent te voir à Montparnasse, il y a ces gens qui ont juste écouté un extrait qui disent on y va? Alors c'est évident parce que moi je ne m'y attendais pas au départ, je ne pensais pas qu'il y avait ce retour-là, mais il y a des gens qui m'écrivent sur Instagram, par exemple, qui me demandent des conseils, ou qui juste ont envie de, je sais pas, d'avoir une idée de ce que je fais vraiment dans la vie, qui veulent se renseigner. Et c'est cette proximité qu'a apporté les réseaux sociaux, en effet. Oui. Qu'est-ce que fait Pauline quand elle chante pas ou quand elle se prépare pas Elle est très maman. Elle s'occupe beaucoup de ses enfants déjà. J'ai 3 enfants, donc comme je vous disais. Donc, oui, c'est du temps. Voilà, c'est beaucoup de temps. La grande maintenant est un peu libre, mais les 2 petits, voilà, ils ont encore besoin de beaucoup de temps. Et comme je ne suis pas toujours à la maison, quand je suis à la maison, je suis pleinement avec eux. C'est quoi les plus gros défauts de Pauline si elle en a? Il y en a beaucoup. Non, tout de même. Je peux être impatiente. Oui, voilà, défaut qualité, mais... Oui, mais je pense aux devoirs scolaires, là, par exemple. Quelquefois, c'est dur. parce que tu es une maman qui est derrière les devoirs avec les enfants. Mais parce que c'est insensé, les enfants, mais j'ai une première qui s'est élevée toute seule, qui a fait son travail toute seule, voilà, elle est donc, comme je disais, à Sciences Po maintenant, à 17 ans. Facile. Et j'en ai 2 autres qui sont merveilleux. Mais c'est dur, je rame. Ouais. Et ce qu'il y a de bien, c'est qu'avec d'autres mamans, on se conseille et on se dit mais non, c'est pas grave, ils auront leurs propres envies, puis ils vont se découvrir. Pour l'instant, pour eux, l'école, c'est encore un parc d'attractions. Ouais. Et donc ils n'ont pas compris qu'on venait pas juste pour s'amuser avec les copains. Qu'est-ce que tu dirais pour donner envie aux gens justement de se dire on s'offre une soirée opéra? Des gens qui te disent moi j'y mettrai jamais les pieds, on en entend qui disent non, moi ça me voilà, alors ça tel de dire sur les réseaux on écoute un morceau, tu leur dirais quoi? Non, alors si c'est dans le cadre de nos spectacles, mais venez vous amuser, au contraire, venez vous amuser avec Offenbach. Après, si on veut découvrir l'opéra, il y a des opéras qui sont plus simples que d'autres. Allez voir Carmen. Carmen, c'est un opéra comique, ça veut pas dire que c'est drôle, ça veut dire simplement que c'est un genre musical qui a été inventé pour qu'il y ait du texte. Aimer. Et on alterne texte parlé et texte chanté. Donc l'intrigue, on la comprend très facilement. Les airs, ce sont des tubes. Allez voir Carmen, découvrez Carmen. Oui. Et après Carmen, ça peut être quoi? Après, ça peut être un Mozart, la flûte enchantée. On a entendu tout le monde à la Reine de la Nuit dans l'oreille. Oui. C'est sublime à découvrir. Moi, je suis une fanat de Mozart, évidemment. Mais évidemment, on va peut-être pas débuter par un Wagner. Un Wagner de 4 heures, ça va être un peu lourd. Oui. Moi, j'aime beaucoup aussi, mais on va pas débuter avec ça. Mais il y a et puis l'opéra comique, il faut y aller. Voilà, vous avez du texte français. Allez-y, écoutez. Vous avez une histoire qui est racontée. C'est un conte. Allez-y, écoutez. Qu'est-ce que tu ne jouerais absolument pas, jamais, qui ne te plaît vraiment pas? Je crois, y a rien en termes de musique, rien, parce que je trouve que tout est intéressant à faire. Ouais. Y a dans des mises en scène, il y a des choses que j'ai refusé de faire, oui. Par exemple? Des choses sexuelles que je n'avais pas envie de mimer parce que j'ai des enfants. Voilà, j'ai des enfants, j'ai pas envie qu'ils faisaient ça de moi. Et c'était quoi? C'était vraiment très, très grossier. C'est vrai? Ouais. Non. Voilà, donc ça, non, peut-être d'autres pourraient accepter. Oui, tout à ton honneur aussi, c'est-à-dire que tu défends ta personnalité. Voilà, c'est ma personne. Non, mais en plus, chacun est libre. En fait, pour moi, chacun est libre. Je vais pas dire c'est une mauvaise idée, c'est juste que moi, ça ne me convenait pas. Et c'est pas une question que tu n'es pas ouvert d'esprit, parce qu'on voit très bien que tu es ouvert d'esprit, mais il y a des choses qui ne se font pas quand on est maman, ou voilà. Voilà, j'avais pas envie que mes enfants aient cette image de moi, voilà. Donc ça, il y a des choses en mise en scène que j'ai refusé de faire. Ça a peut-être été blacklisté à un moment pour ça aussi. Ouais. Mais moi, ça, c'était pas moi. Ouais. Et donc, je veux être fidèle à moi, à ce que je représente, à ce que moi je suis. Voilà, il y a des valeurs qui me tiennent à cœur. Voilà. Et la valeur de la famille, pour moi, c'est vraiment important. Très important. S'il y avait, alors, on peut prendre quelques petites questions pour terminer. 4 flashs. Ouais. La rencontre qui a changé ta vie. C'est clair que c'est Soumijo, évidemment. Voilà. Je l'aurais pas rencontré, je n'aurais jamais abordé l'opéra. Tu penses vraiment? Parce que ça, en le lisant, je me suis dit peut-être qu'il y aurait eu un autre... En fait, je n'imagine pas comment. Ouais. Voilà, voilà. C'est tellement une évidence quand on t'entend chanter, on se dit dans quoi elle pouvait exceller. Mais en fait, si tu veux, tout en sachant que j'avais une voix, je ne savais pas quoi en faire. Si je n'avais pas rencontré...
Il aurait fallu peut-être que je rencontre la comédie musicale, peut-être que ça, oui. Parce que moi, j'aimais raconter des histoires, j'aimais être sur une scène de théâtre. J'avais besoin qu'il y ait tout cet aspect-là, pas seulement chanter des chansons. Ouais. Voilà. Donc, Soumijo, évidemment qu'elle a changé ma vie. Un livre ou un film que tu recommanderais, ancien ou récent d'ailleurs, mais quelque chose qui t'a marqué dans ton univers ou pas? Un film, j'ai adoré La Vita è Bella de Roberto Benigni, évidemment. Oui, en plus, parce qu'à un moment de ma vie, je vivais à Arezzo. Oui. Et le film a été tourné là-bas. Et donc, je revoyais les rues. Et puis, je ne sais pas si vous vous puis souvenez, il y a le duo des Contes d'Hoffmann qui est aussi... oui. Voilà. Bon, et c'est tellement... ça prend Exactement. au corps et au cœur, ce Exactement. film, c'est clair. Qu'est-ce que pense Pauline aujourd'hui de Pauline d'il y a 10 ans? Alors, j'ai beaucoup changé là, ces dernières 10 années. Parce qu'évidemment, j'ai divorcé, je me suis retrouvée maman solo de 3 enfants, j'ai appris à être résiliente, j'ai appris à surpasser aussi, puisque j'en parle, les soucis de santé de ma fille. Voilà, donc j'ai un regard bienveillant sur moi d'il y a 10 ans. Et puis je me dis quand même chapeau, parce que je ne pensais pas avoir cette force-là. Ouais. Voilà. Donc voilà, c'est un vrai parcours. Plus de recul aussi, parce que quand on a des épreuves, on sait ô combien on grandit. Voilà, on se sent grandi, et puis vraiment étonnée, parce que je ne pensais pas avoir cette force-là, et je crois que quand même, à un moment, quand on est face à l'épreuve, je crois qu'on est... En fait, on réfléchit pas, on est obligé de faire face. Voilà, c'est ça. C'est clair. Ouais. Et quelle est la femme que tu souhaiterais que j'invite mettre en lumière ici, en disant, tiens... j'ai envie qu'on la voit, j'ai envie qu'on parle d'elle. Justement, ça serait plutôt une catégorie d'abord de femmes. Ça serait les infirmières de l'hôpital Necker, tu vois, qui ont été tellement aux soins de ma petite fille, et que j'aimerais mettre en lumière, parce qu'il y a des fois où j'étais désespérée. Parce que face à la maladie d'un enfant, c'est sûr, oui. On est désemparé, on ne sait plus quoi faire. On aurait envie de prendre tout sur soi, et c'est pas possible. On est impuissant. Et j'ai envie de mettre ces femmes-là en avant. Voilà. C'est un beau message pour terminer. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Merci. Autant de couleurs, en énergie, voilà, c'est tel qu'on pensait, et puis passionné. Je vous invite à aller la découvrir, n'oubliez pas. Donc jusqu'au mois de janvier, au théâtre de Poche Montparnasse, voilà. C'est une sacrée, sacrée Hortense, sacrée Pauline. Merci Lara. Merci beaucoup et au plaisir. Merci pour ce moment. Merci.